Merci aux organisateurs de m'avoir invité à vous présenter, à vous parler des spécificités des TCC en début de psychose. On parlait avec une collègue juste avant l'intervention qui vient d'avoir lieu. On a peu de programmes de TCC pour les phases précoces des psychoses. Et puis en France, on reste toujours avec peu de personnes qui sont formées en thérapie cognitive et comportementale. Je donne cours moi-même dans un certain nombre d'endroits qui délivrent des diplômes à cet égard. Et les psychologues restent portion congrue dans ces formations-là. Alors ça ne veut pas dire que ça doit être destiné uniquement à des psychologues. Bien sûr que non, au contraire, je pense que notamment les infirmiers devraient recevoir une formation de thérapie cognitive et comportementale parce qu'ils sont en contact tous les jours de nos patients, notamment les case managers. Mais encore une fois, ça reste des formations qui sont peu développées en France. Deuxième chose que je voulais dire en introduction, je voulais réhabiliter le terme de case manager. Alors certes, case, c'est en anglais, mais manager, c'est un terme français. Comment ? C'est de la gestion de cas. C'est de la gestion de cas. C'est messnager. Ça existe depuis le XVe siècle et ça a été inclus dans le trésor de la langue française en 1975. Donc c'est un terme français que même nos franco-québécois, comme disait Monsieur Gratton. Si vous vous intéressez à l'intervention précoce, sachez qu'il y a un site, alors il y en a plusieurs en France, mais vous avez un site qui concerne l'intervention précoce qu'on a construit avec le docteur Basile qui travaille à Clermont-Ferrand, sur lequel vous pouvez retrouver plein d'outils, des vidéos, des manières de travailler, et le site est marqué en petit en bas. Donc peu de gens formés au TCC, peu de programmes spécifiques délivrés pour les gens qu'on dit dans les phases précoces de troubles psychotiques, et pourtant une littérature extrêmement foisonnante. Alors là, je vous ai mis quelques photos, c'est là que vous pouvez hurler, parce que si vous essayez de tout noter d'un seul coup, vous n'y arriverez pas. Littérature sur l'efficacité des thérapies cognitives et comportementales dans le cadre de la prise en charge des personnes qui souffrent de troubles psychotiques. Ce sont les seules et uniques psychothérapies qui soient recommandées dans les recommandations internationales qui sont de bonne qualité. Je vous en ai cité quelques-unes ici. Il est à noter que même celle de la HAS, qui date d'il y a quand même déjà un petit peu longtemps, les cite également à demi-mot, mais les cite aussi. On a véritablement un corpus de données scientifiques extrêmement solide qui démontre que ces thérapies devraient être délivrées de manière systématique à nos patients pour pouvoir remplir des critères de bonne prise en charge quand ceux-ci souffrent de troubles psychotiques. Alors quel est le défi quand on rencontre des personnes qui sont en phase précoce de psychose? J'en ai cité quelques-uns, des défis. Cependant, on ne peut pas tout citer, et vous allez voir que ça va faire écho à plein de choses que vous avez entendues jusqu'à maintenant. Le premier défi, c'est de se placer dans une perspective de soins qui serait différente de celle qu'on avait jusqu'à maintenant. Sur ce graphique, vous avez l'intensité des symptômes en ordonnée, en abscisse, le temps qui passe, et vous avez un seuil artificiel de psychose qui est indiqué par une ligne rouge, et la progression des symptômes jusqu'à temps qu'une personne soit diagnostiquée, elle reçoive un diagnostic de trouble psychotique. Et jusqu'à maintenant, et encore souvent d'ailleurs, on travaille de manière rétrospective, c'est-à-dire qu'on analyse les prodromes, ce qui est arrivé avant que la personne nous rencontre, et que celle-ci nous relate, ou que sa famille, ses proches nous relatent. Donc on était dans une vision très curative des soins, dans le sens où la personne venait, elle souffrait, et donc on la soignait pour ce dont elle souffrait. On essaye de mettre en place la détection précoce, qui est une vision un petit peu différente des choses, parce qu'on est dans une vision préventive, avec une analyse prospective, et tous les outils qui vous ont été présentés aujourd'hui sont notamment des outils qui devraient nous permettre d'identifier des gens qui sont à risque, et donc d'essayer de les aider afin que ce risque ne devienne pas une réalité. Faire de l'intervention précoce, ça veut dire intervenir tôt dans le processus évolutif d'un trouble, d'une maladie.
On a parlé beaucoup d'éviter la transition vers le premier épisode psychotique ce matin, éviter le risque de chronicisation dans une pathologie derrière. La question se pose toujours, est-ce qu'on ne fait pas que reculer l'entrée dans un trouble psychotique et la déclaration plus tard? En tout cas, pour ce qui est de la phase moyenne d'apparition des troubles psychotiques, on dit généralement 15-25 ans en moyenne chez l'homme et 17-27 chez la femme. Ça correspond à cette période qui est ici au milieu, qui est une période tout à fait particulière au niveau cérébral, qui voit la réorganisation, notamment cette partie du cerveau, cortex frontal, préfrontal, de manière très très importante. Donc il y a un élagage synaptique extrêmement important, des nouvelles connexions qui se créent, des synapses qui deviennent plus puissantes, etc. On passe tous par cette phase-là. Vous êtes passé par cette phase-là, je suis passé par cette phase-là. Ça a une implication importante au niveau cognitif. Par exemple, ça explique des problèmes d'inhibition, de réussir à s'empêcher de faire des choses que l'on ne doit pas faire. Ça perturbe la régulation émotionnelle. Et c'est ce qui fait que notre diagnostic différentiel le plus compliqué à faire à cette période, entre une phase précoce de troubles psychotiques et une personne à risque de troubles psychotiques, eh bien ça reste la crise d'adolescence. Ça, c'est la période de l'adolescence qui voit donc ces difficultés de régulation émotionnelle, ces difficultés à s'inhiber, etc. Donc phase tout à fait particulière. Là, j'ai montré les côtés un petit peu touchy d'analyse qu'on doit faire quand on veut faire du diagnostic. Mais à côté de ça, c'est une période qui est extrêmement intéressante parce que le cerveau est extrêmement plastique à cette période. C'est-à-dire qu'il est très malléable, il est en train de se reconstruire. Et donc, si on intervient à ces moments-là, on peut imaginer que ceci pourrait s'inscrire de manière très durable dans la vie de l'individu. Et puis intervenir donc le plus tôt possible, ceci afin de diminuer ce qu'on appelle la durée de psychose non traitée, qui est l'un des facteurs, si ce n'est le facteur le plus important dans le devenir péjoratif des personnes qui souffrent de troubles psychotiques. C'est cette ce moment qui sépare l'instant où la personne va commencer à développer alors des troubles si on parle au niveau symptomatique, et des dysfonctionnements si on parle au niveau cérébral, donc des dysfonctionnements, et puis le moment où celle-ci va être prise en soin, que ce soit au niveau médicamenteux ou au niveau non médicamenteux. Donc diminuer la durée de psychose non traitée pour améliorer le devenir de nos patients. Alors comment et pourquoi diminuer la durée de psychose non traitée en TCC, donc dans le cadre de la prise en charge de ces personnes en phase précoce? Parce qu'on travaille avec un modèle qui est le modèle vulnérabilité-stress. C'est notre modèle, c'est fini la mère réfrigérateur de Kanner, c'est fini les modèles psychodynamiques en veux-tu, en voilà, qui ne représentaient pas la réalité de ce qui se passe. Donc le modèle de base que l'on doit prendre en considération, c'est ce modèle vulnérabilité-stress qui implique donc qu'une personne, pour qu'elle développe des symptômes, il faut qu'elle présente deux choses. C'est un modèle en nécessaire mais non suffisant. Il faut qu'elle présente des vulnérabilités, par exemple vulnérabilité biologique. Vous connaissez la part génétique qu'il y a dans l'apparition des troubles psychotiques. Donc il y a une part génétique mais qui n'explique pas tout. Il y a d'autres formes de vulnérabilité. Mais ces vulnérabilités, si elles sont présentes, elles ne font pas le symptôme psychotique. Pour que le symptôme psychotique se développe, il faut qu'il y ait interaction avec des stresseurs de l'environnement, donc des stresseurs de l'environnement qui viennent révéler la présence de ces vulnérabilités. Moi, la vulnérabilité qui m'intéresse le plus, c'est la vulnérabilité psychologique. Alors pour ceux qui ne sont jamais venus dans la belle ville de Caen, je vous ai mis un Google Maps de la ville. Donc vous pouvez voir que c'est une ville qui est ceinturée par un périphérique en orange. Vous avez des grandes artères de circulation qui sont en orange aussi. En orange, en fait, c'est les routes à haute vitesse de circulation, plus de 80 km/h. Et puis les routes blanches, c'est vitesse limitée de circulation. Et donc, vous pouvez voir que pour entrer à Caen, il est très difficile de rentrer à Caen entre 7h30 et puis 9h, et puis en sortir entre 16h30 et 19h30, parce que c'est une ville ceinturée par un périphérique. Alors pourquoi ça m'intéresse, la vulnérabilité psychologique? Parce qu'en fait, elle débute très tôt. Si vous prenez deux personnes identiques en tout point, nées le même jour, à la même heure, deux parents qui ont le même âge, qui ont la même couleur de cheveux, les mêmes yeux, autant de taches de rousseur, qui font la même taille,
accouchés par le même gynécologue obstétricien, dans la même clinique, à la même heure, au même endroit, qui habitent deux maisons qui sont construites les unes en face des autres, les enfants qui sont dans la même chambre avec le même nombre de jouets, les parents ont le même niveau socio-économique, ils ont le même nombre de frères et sœurs, ils sont dans le même ordre dans leurs frères et sœurs. Bref, ce sont les mêmes enfants, identiques, si ce n'est qu'ils n'ont pas le même prénom et pas les mêmes parents. Donc vous avez un petit Dylan et un petit Marc. C'est le jour de la rentrée des classes. Les mamans se dirigent toutes les deux vers la rentrée des classes, vers la classe, vers l'école. C'est la rentrée en maternelle. Et donc le petit Dylan et le petit Marc sont amenés par le maman qui arrive en même temps devant la grille de l'école. Le petit Dylan pleure un petit peu en lâchant sa maman, mais dans son champ de vision périphérique, il voit le bac à sable dans lequel sont en train de jouer les enfants. Donc le petit Dylan court vers le bac à sable, il prend un seau, une pelle, il commence à faire un petit château, qu'il réussit pas trop mal. Il y a un camarade qui passe à côté qui lui dit « Oh, il est beau ton château de sable, sympa. » Il y en a un autre qui passe qui lui dit « Oh, oui, on est en train de faire un grand château de sable là-bas à côté, tu veux pas venir le faire avec nous ?» Il va avec les autres faire un beau château de sable, tous ensemble. Et puis la maîtresse sonne la rentrée des classes, et là, le petit Dylan, donc, il rentre en ayant enregistré une première expérience sociale qui est de bonne qualité. C'était sympathique, c'était agréable, ça s'est bien passé. Le deuxième petit enfant, Marc, qui est semblable en tout point à Dylan. Donc il arrive à la grille de l'école, il pleure un petit peu en lâchant sa maman, mais dans son champ de vision périphérique, il voit le bac à sable dans lequel les enfants sont en train de jouer. Il prend un seau, une pelle, il commence à faire un petit château, mais ce château se casse. C'est pas grave, il est persévérant, il en fait un deuxième. Et là, il y a un petit camarade qui, sans le faire exprès, passe à côté, il marche dans son château. Il continue à jouer, il y en a un autre qui prend du sable, il lui balance du sable dans les yeux. Il voit les petits camarades qui sont en train de faire un château tous ensemble. Alors il fait « Ouais, je peux venir faire le château avec nous ?» « Non, non, dégage, on est suffisamment nombreux, on veut pas de toi. » Il est foutu en dehors du groupe. La maîtresse sonne la rentrée des classes. Et donc le petit Marc, il rentre en ayant enregistré le fait que cette expérience sociale est une expérience sociale désagréable, pas sympa, un peu dangereuse même. Il a pris du sable dans les yeux, c'est quand même dangereux. Bref, les relations sociales n'ont pas été chouettes. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que le petit Dylan ne développera pas de troubles psychotiques et le petit Marc, au contraire, en développera. Non. En revanche, si le petit Marc vit 1, 10, 50, 100 expériences sociales du même niveau, désagréables, dangereuses, etc., il va créer ce qu'on appelle une vulnérabilité psychologique, c'est-à-dire qu'il va créer une façon de voir le monde, en tout cas les relations sociales. Il va développer des interprétations quand il sera dans des situations sociales particulières qui seront connotées par sa façon d'avoir vécu le monde et la société auparavant. En revanche, si le petit Dylan vit 1, 50, 100 expériences sociales positives, lui verra les choses peut-être de manière un petit peu plus positive. Si Dylan et Marc rentrent à l'université en droit, première année, en même temps, ils rentrent dans l'amphithéâtre en même temps, ils s'assiedent chacun d'un côté de l'amphithéâtre, et les cours se passent, et puis autour d'eux, il y a des gens qui ne se connaissent pas, hein, c'est 1000 étudiants dans l'amphithéâtre. Il y en a un qui propose au petit Dylan, ouais, ce soir on pourrait aller boire un verre, on pourrait faire connaissance, ça pourrait être sympa. Le petit Dylan, il a enregistré plein d'expériences sociales agréables, il va y aller. Alors que le petit Marc, si on lui propose la même chose, dans sa tête, il va peut-être se dire, ouais, peut-être pas, il va peut-être être un petit peu inquiet. Au mieux, il ira. Ou alors, il va leur dire, non, ce soir, je veux bosser les cours, je ne vais pas y aller. Alors, encore une fois, ça ne fait pas la psychose. Mais en tout cas, ça fait un terrain de vulnérabilité psychologique qui peut faire le lit de certains symptômes. Alors, des symptômes anxieux, comme le disait Marc-André Roy tout à l'heure, excusez-moi pour avoir écorché le nom. En même temps, tu ne dis pas que je suis canadien, c'est non, correct. Ça va, c'est correct. Alors je ne vous ai pas mis la Google Maps de Caen pour le plaisir de vous mettre une Google Maps, c'est pour vous dire que les interprétations, les façons de voir le monde, telles que Marc et Dylan vont les avoir, fonctionnent un petit peu comme ces autoroutes en orange, en fait. Très très automatique, très rapide, très non conscient, très peu coûteux cognitivement parlant, et surtout très rigide. Et c'est ça qui nous emmerde, nous, en TCC, c'est que ces cognitions,
Ces schémas cognitifs, ils sont extrêmement résistants. Et que c'est pas parce que je vais avoir un compte de psychologue qui va me dire « Mais monsieur, il faudrait peut-être voir le verre un peu plus plein qu'à moitié vide », que je vais dire « Ah oui, oui, oui ». Non, pourquoi ? Parce que c'est basé sur mes expériences à moi, mes souvenirs, mes expériences personnelles. Et ça, c'est extrêmement solide et extrêmement résistant. Donc c'est un des défis qu'on a à résoudre en TCC quand on intervient dans les phases précoces, c'est qu'on intervient dans une phase où se construit potentiellement la vulnérabilité psychologique, puisqu'on est face à des expériences sociales, à une obligation de réussite sociale qui est particulièrement importante pendant l'adolescence. On apprend à gérer les stresseurs, et des stresseurs, il y en a plein dans l'environnement. Heureusement, parce que s'il n'y en avait pas, on développe aussi des symptômes psychotiques. Aller dans les prisons, aller à Guantanamo, aller dans le pôle Nord tout seul pendant 3 mois, et vous verrez que vous développerez des symptômes psychotiques. En revanche, dans le modèle vulnérabilité-stress, quand on entend stress pas sous la forme, si j'étais arrivé ce matin en vous disant je suis stressé, vous ne m'auriez pas regardé en me disant oh, Laurent ça va, tu vas passer une bonne journée. Non, vous seriez dit ah, bah, il n'est pas bien, il ne va pas bien dans son corps, dans sa tête. Ici, quand nous on entend stress, on n'entend pas cette balance négative. Stresseur, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Si je passe à mon baccalauréat et que je loupe, ça ne va pas être drôle. Donc émotion négative, je vais peut-être me faire engueuler par mes parents. Mais hormis ça, j'irai me coucher le soir, et je dirais dans 2 mois, ça ira mieux. Alors que si j'ai le baccalauréat, beaucoup d'émotions positives, tout le monde va être heureux autour de moi, donc va participer, va émuler au niveau cognitif, au niveau émotionnel toutes ces émotions. Je vais certainement sortir avec mes potes, je vais me coucher tard, moins de sommeil, je vais consommer de l'alcool, du cannabis, de l'exta, tout ce que vous voulez. Donc plus de stresseurs environnementaux. Donc on apprend à nos patients dans ces phases précoces à gérer les stresseurs et la pression de ces stresseurs qui est très très importante, notamment au niveau de la réalisation sociale comme je le disais, mais au niveau de la réalisation scolaire et professionnelle dans ces phases. Alors nous on intervient grâce au TCC, c'est ça qui est génial hein, dans ce modèle, on intervient sur la gestion des symptômes, également sur le fonctionnement de l'individu, ses comorbidités. Vulnérabilité psychologique, je vous l'ai dit, vulnérabilité au stress, on peut en parler. La seule où on ne peut pas encore trop intervenir, ou alors on n'a pas d'outils suffisamment précis pour savoir si on intervient à ce niveau-là, c'est la vulnérabilité biologique. Est-ce qu'on change le fonctionnement du cerveau quand on fait des TCC, où il y a certaines études qui le montrent, mais encore une fois, on n'a pas d'outils suffisamment précis pour le montrer. Vulnérabilité psychologique nous amène tout de suite sur le terrain des traumatismes, et ça a été évoqué dans toutes les présentations qui ont précédé. C'est un de nos défis. Le premier traumatisme étant celui sur enfin j'imagine la thèse de l'étudiante de Juliette, allez où Juliette voilà. Ton étudiante donc, travaille sur la question du traumatisme lié à l'épisode psychotique, cette fameuse triangulation entre l'ancienne identité, qui j'étais auparavant, avant l'épisode psychotique, avant les symptômes psychotiques, la potentielle identité, qui je pourrais devenir mais que je ne vois pas du tout, là, parce que je suis dans les symptômes ou je suis juste sorti des symptômes, et puis cette inacceptable identité, les patients que j'ai vus quand j'étais en hospitalisation, qui eux sont malades depuis des années, quand je regarde sur internet, que je lis psychose, symptômes psychotiques, antipsychotiques, et que je vois tout de suite schizophrénie dans les forums, ce que je ne veux pas devenir. Et donc notre boulot étant de faire en sorte que le lien entre potentielle identité et ancienne identité soit refait. C'est-à-dire que je suis la même personne à qui il est arrivé un accident de la vie, et c'est pas pour ça que ça va changer complètement qui je suis. Il y a des traumatismes avec une perte importante de compétences, des troubles cognitifs par exemple qui s'installent et qui méritent largement qu'on leur donne les soins qu'ils doivent avoir, la stigmatisation liée à tout ce que la société pense de ce que sont les troubles psychotiques, et puis derrière l'autostigmatisation, ce que vos patients ils font quasiment à chaque fois hein. Quand ils consomment du cannabis et qu'ils développent des symptômes psychotiques, ils s'auto-attribuent la responsabilité du fait de souffrir de troubles psychotiques sur un modèle très syllogistique de la télé. Jean-Pierre Pernaut dit que les schizophrènes sont dangereux.
je suis schizophrène, alors je suis dangereux. Et puis, des systèmes d'autoprotection, des mécanismes de défense qu'on connaît bien, et puis les problèmes particuliers liés aux troubles psychotiques d'insight, avec ce dysfonctionnement au niveau du cortex préfrontal qui empêche de manière neurologique à ces patients de prendre conscience de l'existence de symptômes chez eux. Autre objectif, diminuer la morbimortalité chez ces patients, on en a beaucoup parlé. Le risque suicidaire, il a été évoqué par Marc-André Roy et puis par Vincent Laprévotte. Taux de tentative de suicide, l'année suivant le premier épisode psychotique, 10%, et c'est un chiffre qui est bas, parce qu'on ne diagnostique pas tous les gens qui ont un premier épisode psychotique, et puis tous les gens qui viennent nous voir ne sont pas bien diagnostiqués. Le taux de troubles dépressifs, il est très variable dans les études. Après, c'est pas parce qu'on fait une tentative de suicide qu'on souffre de dépression. Et c'est les gens qui tentent de se suicider ne font pas forcément de dépression en parallèle. On a plein de facteurs qui sont bien identifiés, des facteurs sociodémographiques, anamnestiques, sémiologiques, psychologiques et thérapeutiques concernant l'existence des troubles dépressifs chez ces patients. Et il y a des facteurs qui ont un impact négatif. Ici, dans toutes ces catégories, vous avez les facteurs qui ont un impact négatif. Après, c'est teinté culturellement parlant, d'où les études ont été faites. Par exemple, ici, ils disent l'ethnie caucasienne. Mais les études qui sont faites en Afrique, elles sont de portions congrues. Donc, bien sûr que c'est teinté d'où les études sont faites. Il y a un point particulier qui est très important, l'insight bon, donc le fait d'avoir conscience de souffrir de quelque chose, est un facteur de risque suicidaire important et de symptômes dépressifs. Et on nous dit qu'il faut faire de l'ETP, de la psychoéducation, mais quand on fait ça, on améliore l'insight, et si on améliore l'insight, on amène nos gens à risquer de se suicider. Qu'est-ce qu'on fait ? La consommation de toxiques. Consommation de toxiques, là vous avez les chiffres, c'est ceux de 2014 qui ont été repris, mais ils sont pris dans une étude de 2017. Vous avez quelques pays d'Europe, et la France est ici. Vous pouvez voir que quelle que soit la tranche de population que l'on prend, vie adulte, jeunes adultes ou les très jeunes, la France est le consommateur le plus important de cannabis en Europe. Je ne rentrerai pas dans des débats politiques à cet égard, mais ça pose un certain nombre de questions. Ça pose plein de questions parce qu'on sait que le pronostic suite à un épisode psychotique induit par le cannabis, il n'est pas bon du tout. Plus de 50% de ces patients qui développent des symptômes psychotiques sont en fait des gens qui connaissent un stresseur environnemental cannabis, mais qui avaient la vulnérabilité à développer des troubles psychotiques. Après, il faut arrêter avec la politique, j'entre quand même dans le débat politique en fait, il faut arrêter avec cette politique de le cannabis c'est une drogue douce. Non, c'est pas une drogue douce. On a des critères DSM-5 pour troubles d'usage. Il y a un sevrage, un véritable sevrage qui existe. Pour qui a consommé du cannabis, vous savez qu'on est en symptôme de sevrage si on arrête. Alors il y a des stratégies issues des TCC, l'entretien motivationnel est une stratégie. Je ne reviens pas sur l'entretien motivationnel, c'est quelque chose qui demande à être approfondi. Et puis vu qu'on a des collègues de l'autre côté de l'Atlantique, je ne résiste pas à vous présenter le groupe d'éducation aux toxiques qui a été réalisé par les pharmaciens de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, qui s'appelle Bon Trip, Bad Trip, et qui est un outil assez intéressant dans le sens où il permet de parler les choses de manière simple. On peut imaginer, et puis on peut espérer un jour que par exemple on fasse la même chose sous forme de dessin, avec des choses très très agréables à regarder, sur la sexualité par exemple, qui permettrait véritablement d'aborder les problèmes de nature sexuelle qui soient liés à l'individu ou liés au traitement qu'il prend et notamment au traitement psychotrope. À côté de ça, il y a la santé somatique. Il n'y a pas que le suicide. Nos patients qui souffrent de schizophrénie, ils meurent 20 à 25 ans plus tôt que ne meurt une personne qui ne souffre pas de la maladie. Or, on a incriminé pendant très très longtemps les symptômes négatifs, par exemple sédentarité de nos patients, le fait qu'ils ne soient pas motivés à faire des activités, etc. Ou bien les traitements psychotropes, encore une fois. Si on regarde dans la littérature, les patients qui ont un premier épisode psychotique, qui n'ont jamais reçu de traitement médicamenteux, et même les sujets à haut risque, ils ont déjà des constantes qui sont modifiées.
que ce soit au niveau du tour de taille, par exemple, la glycémie. Après le premier épisode psychotique, dans les 2 ans, le profil métabolique il s'aggrave énormément chez ces patients. Et puis, au niveau prolactinémique, on a la même chose, avant même, encore une fois, que le traitement soit initié. Donc, en TCC, on a à mettre en place des interventions. On a parlé de la réduction du tabagisme tout à l'heure, mais les conduites sexuelles à risque, des programmes d'éducation à l'alimentation, et ça, les TCC, nos collègues diététiciens le font sans le savoir. Ils font des TCC quand ils vous demandent de faire un programme, de suivre des règles hygiéno-diététiques, c'est exactement ça. Et puis bien sûr, les groupes d'activité physique adaptés. Tout ce qui a été montré comme efficace dans le cadre du monitoring passif, donc avec de l'actimétrie pour nos patients, et puis l'utilisation de rappels sur les téléphones mobiles. On a des nouvelles techniques, utilisons-les. Amélioration de la perception de la santé physique par l'individu, une augmentation de l'estime de soi. Et puis associer les pairs. Les relations sociales. Dans le sens où on est face à une population, je suis comme la majorité d'entre vous, je suis plus très jeune, et donc je ne vis plus dans le monde social dans lequel vivent les jeunes d'aujourd'hui. Moi, je vivais dans des activités sociales plutôt réelles, alors qu'eux vivent dans des activités sociales plutôt virtuelles. Et c'est pas pour ça qu'ils ont moins d'activités sociales. Ils ont plus d'activités sociales virtuelles. Ce qui fait que vous ne pouvez plus coter, par exemple, une PANS, qui est l'échelle de référence pour les troubles psychotiques, de manière efficace maintenant. Parce que l'item M4, qui cote le repli social, il faut demander à l'entourage. Et quand vous demandez aux parents, ils vous disent qu'il ne va plus à l'école, il ne voit plus ses potes, il a arrêté le foot alors qu'il adorait le foot, il n'y a plus aucune activité. Et si vous demandez aux jeunes, ils vous disent j'ai reçu 600 SMS, des messages par Snap, je communique avec mes potes pendant que je joue MMORPG pendant toute la nuit, et je vois plus de gens, je communique plus avec mes parents. Vous avez une échelle de fonctionnement social qui est très bien, qui a été aussi réalisée par nos collègues québécois, par Tania Lecomte et son équipe, échelle de fonctionnement social du premier épisode, accompagnée à l'autodétermination, je me dépêche, avec la psychoéducation, qui est un travail beaucoup plus complexe que ce qu'on veut nous le faire croire quand on nous fait faire l'ETP. C'est une fine interaction entre le savoir patient et le savoir soignant dans le cadre d'un contexte culturel donné. Et le contexte culturel donné, il est extrêmement important. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas importer un programme de psychoéducation qui vienne de Saint-Étienne, par exemple, à Caen, parce que ce n'est pas le même contexte socio-culturel. Avec pour objectif d'écrire une histoire ensemble. Sachant que le facteur primordial dans la psychoéducation, c'est l'alliance thérapeutique, et que quand on fait de la psychoéducation, on travaille la métacognition, et si on travaille la métacognition, comme on l'a dit tout à l'heure, on risque d'augmenter le risque de dépression et le risque de suicide derrière. Sachant que chaque individu a un temps qui lui est sien pour approprier l'information et pour faire sienne cette information et l'inscrire dans son histoire. Donc, ce qui fait encore une fois que le TP pose certaines questions. Juste pour dire que on est face à la boomerang generation, donc ou la boomerang génération. Et dans cette boomerang génération, c'est ces jeunes qui partent faire des études et qui reviennent chez papa-maman par la suite. On a les mêmes, c'est ceux qui vont en hospitalisation alors qu'ils étaient dans une chambre d'étudiants au Crous. Ils sont hospitalisés pour un premier épisode psychotique, ils ne retournent pas dans leur chambre du Crous. Non, ils retournent chez papa-maman. Et là, qui deviennent nos partenaires? Les parents. Les parents qui fonctionnent dans le même type de triangulation. Mon jeune, qui il était avant, qui je ne veux pas qu'il devienne, et ce que je ne sais pas qui va devenir. Sachant que pour eux, le processus il est beaucoup plus long parfois pour intégrer toutes ces informations. Je vous présente juste, il y a une très bonne méta-analyse des TCC dans le cadre des phases précoces qui montre que les TCC de groupe seraient autant, voire plus efficaces que les TCC individuels dans le cadre des phases précoces. D'où ma présentation de groupe. L'assertivité, les groupes d'affirmation de soi sont extrêmement utiles pour ces patients. De par ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'anxiété sociale, ne serait-ce que cela, mais au-delà de ça,
de par la nécessité de se réaliser en tant qu'être humain dans le cadre des relations sociales. Aider les patients grâce à du jeu de rôle, un enregistrement, les faire travailler de manière individuelle et de manière et en groupe. Le groupe Michael's Game qui a été développé, validé chez les patients souffrant de schizophrénie, certes, mais qui à côté de ça est véritablement un outil que s'approprie aisément nos patients dans les phases précoces. Un nouveau module qui a été développé aux États-Unis par l'équipe de Freeman et collaborateurs qui concerne l'hygiène de vie. Et ici, BEST, c'est pour le sommeil. Donc, thérapie cognitive et comportementale du sommeil chez ces patients. Alors encore une fois, validé chez les patients souffrant de schizophrénie, mais ça parle à nos patients, eux qui se déstructurent complètement au niveau des nectémaires, il n'y a aucun problème. Et qui a été traduit en français il y a très peu de temps. Les TCC pour le premier épisode psychotique, le module de Tania Lecomte qui a été souvent évoqué ici. Les TCC pour la famille, module de Tania Lecomte aussi, ici, issu donc de son travail avec les patients. Et je fais pas le résumé. Merci pour votre attention.